À l'été 1956, le FLN décide de porter la guerre dans les villes. Il sait que les attentats dans Alger trouveront une caisse de résonance dans l'opinion française et internationale. Pourtant, dans la ville blanche, la première bombe aveugle n'a pas été posée par le FLN. Le 10 août, une explosion ravage un groupe de maisons, rue de Thèbes, en pleine Casbah, provoquant la mort de dizaines de personnes. Ce sont des Européens, ultra de l'Algérie française, qui ont déposé l'engin. Dans la capitale algéroise, le contre-terrorisme précède le terrorisme. Le chef du FLN pour la région d'Alger, Larbi Ben Midi, un des leaders historiques de la révolution, et son adjoint militaire, Yassef Saadi, perdent leur dernière réticence et décident de passer à l'action. Dans les ruelles étroites de la Casbah, le FLN est chez lui. Yassef Saadi recrute des jeunes filles qui passent inaperçues dans les quartiers européens. Le 30 septembre 1956, 2 bombes explosent au Milk Bar et à la cafétéria, 2 bars du centre-ville fréquentés par la jeunesse européenne. On relève 4 morts et des dizaines de blessés. La psychose de la bombe s'installe dans la population. Alger a peur. La police, débordée, est incapable de retrouver les auteurs des attentats et de combattre le terrorisme urbain. Pour parer à cette situation, le 7 janvier 1957, Robert Lacoste, ministre de l'Algérie, confie au général Massu, commandant de la 10e division parachutiste, la totalité des pouvoirs de police. L'objectif est simple, l'anéantissement des réseaux du FLN. Les politiques abdiquent devant l'armée, la bataille d'Alger commence. Alors le pouvoir civil avait donné ordre au général Massu de remettre de l'ordre. Autrement dit, si on n'avait pas remis de l'ordre à Alger, il fallait s'en aller, parce qu'Alger était à feu à sang et la police ne pouvait rien faire. Donc les parachutistes ont reçu l'ordre de trouver cette rébellion. Le colonel Bijard nous a réunis, nous arrivions de Chypre, nous a réunis en lui disant voilà, la 10e DP prend en charge tout le maintien de l'ordre à Alger, tous les pouvoirs de police, voilà les missions que nous avons reçues, c'est de démanteler la rébellion, et on était, il faut bien le dire, en dehors des lois, qu'il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus de justice, il y avait la 10e DP qui rétablissait l'ordre dans Alger. En liaison avec Massu, tous les colonels parachutistes, on a coupé la ville en morceaux, on a pris chacun une partie, et puis très vite, on a fait des enquêtes policières, ce que j'ai appelé moi un travail de flic, que je n'aimais pas, parce que le parachutiste est fait pour se battre en plein jour ou en pleine nuit, mais pas faire le travail policier, c'est pas son rôle, ça. Oui, il faut pas le cacher, c'était un métier, un boulot de flic, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit un jour, c'était un boulot de flic, mais il n'y a rien de déshonorant. Les parachutistes sont maîtres d'Alger. 4 régiments se partagent la ville, qui est quadrillée. La Casbah est bouclée, les accès fermés et contrôlés. Les léopards perquisitionnent jour et nuit, arrêtent des dizaines, des centaines de suspects. Les bombes existaient dans Alger, nous le savions, elles avaient en 1956 déjà éclaté bien souvent. Donc il fallait les trouver. Alors, les interrogatoires, l'urgence était telle, si on ne voulait pas que de nouvelles bombes sautent avant que nous ne les ayons trouvées, et les hommes qui les manipulaient en même temps, l'urgence était telle qu'il a fallu accepter, m'a-t-il semblé en conscience, qu'il a fallu accepter l'emploi de méthodes d'interrogatoire musclées. Le général Massu rédige pour ses troupes une note qui a le mérite de la franchise. La condition sine qua non de notre action en Algérie est que ces méthodes soient admises en nos âmes et consciences comme nécessaires et moralement valables. Dans tous les régiments paras, la torture est pratiquée. Il faut que le suspect parle et parle vite. L'argument invoqué est celui de l'efficacité qu'expose le colonel Trinquier, spécialiste de la guerre subversive. Supposez qu'une après-midi, une de vos patrouilles est arrêtée un poseur de bombes. Ce poseur de bombes avait sur lui une bombe, puis il avait posé au moins 4, 5 ou 6. Cette bombe démontée vous a permis de savoir que les bombes posées allaient sauter à 6h30 de l'après-midi. C'est 3 heures. Nous savons que chaque bombe fait au moins 10, 12 morts et une quarantaine de blessés.
Le terroriste est là. Vous pouvez l'interroger ou non. Mais n'empêche qu'à 6h30, vous aurez 40 morts et environ 200 blessés. Si vous interrogez cet individu, il y a de fortes chances qu'il vous donne l'endroit où il a posé les bombes. Si vous ne l'interrogez pas, vous aurez, que vous vouliez ou non, la responsabilité des 40 morts et des 260 blessés. Moi, personnellement, je suis prêt à l'interroger jusqu'à qu'il réponde à mes questions.